Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la version estivale du Clubhouse de Dribble. Et oui, la chaleur s'est abattue sur le Grand-Duché aussi, alerte rouge canicule, alerte rouge mercato aussi, puisqu'il se passe des choses de folie tous les jours, comme cette magnifique chemise arborée par le journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris, comment ça va? Salut Marco, super intro comme d'hab, ça va. Tu n'es plus malade? C'est passé depuis 1-2 jours, donc on se remet en forme. En plus, la Coupe d'Europe arrive, donc il faut être à 100%, comme nos clubs luxembourgeois. Il faut être à 100% et surtout ne pas contaminer notre invité qui est à côté de toi. Il a 31 ans, il vient de raccrocher les crampons. Il a été coordinateur du management des jeunes, directeur du centre de formation du Racing. Désormais, il est le coach adjoint de Yannick Kakoko, le défenseur central formé à Dudelange, passé par Kergeng, par Pétange, arrivé au Racing en 2021. C'est Delvin Skenderovic. Bonsoir Delvin et merci d'avoir accepté notre invitation. Waouh, quelle intro. C'est mon métier. Merci beaucoup, ça c'est très fort. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Tout le plaisir est pour nous. On t'a attendu puisque l'émission a été repoussée parce que vous êtes en pleine préparation, donc c'est d'autant plus aimable de ta part d'être venu. Pleine préparation puisque on le rappelle, la semaine prochaine, vous accueillez le Dila Gori, le club géorgien, au stade Achille Amrel. Alors les joueurs et le staff est prêt? Écoute, c'est la 3e semaine de prépa qui est en cours. Les joueurs ont beaucoup souffert. On fait tout pour être prêt pour ce premier match. En tout cas, j'espère que vous serez prêts à les supporter jeudi prochain au stade Achille Amrel. Je crois que c'est à 18h30. Et on espère que vous serez nombreux comme devant votre écran ce soir pour assister à notre programme. Puisque au sommaire, évidemment, nous reviendrons sur le mercato estival et notamment la nouvelle donne au Racing Luxembourg. Une immersion chez les jeunes avec l'académie et de manière plus générale la formation au Grand-Duché. Les tout derniers transferts, la Conference League, l'Euro féminin, c'est tout ça. Le Clubhouse de Dribble. Et nous débutons donc par notre premier sujet avec le Racing Luxembourg. Après une très belle saison, l'année de la confirmation, alors on a eu le cas la semaine dernière, Boris, avec notre invité Arnaud Bonvini de Strassen, eh bien le Racing c'était l'autre surprise, très bonne surprise. On se demandait même à certains moments si ce n'était pas vraiment une surprise, avec le travail de fond qui a été fait dans le club de Karine Reuter. Et puis là, un Racing qui fait peau neuve, et notamment au niveau du mercato, avec pas moins de 12 départs. 9 arrivés, alors on va les récapituler. Parmi ces départs, il y a celui de notre invité qui a raccroché les crampons, donc la fin de carrière de joueur, mais certainement pas dans le monde du foot de Delvin Skenderovic. Fin de carrière également pour Elvin Sabanovic. Le retour de prêt en Écosse, Alan Delferrière. Je pense que vous auriez bien aimé le garder. Enfin, nous, on aurait bien aimé le voir encore un peu. Julien Maurice qui part en prêt à ma mère. Yann Mabella qui est parti sous d'autres cieux, tout comme Devian Goma, mais on n'a pas encore la destination. Dinan Amri, Henri Dupays, Alioune Diop, Moussa Seydi, Denis Ahmed Chekai, Noah Holm. Bon, ça fait beaucoup de départs. Mais heureusement, il y a des arrivées et des arrivées de poids, tel qu'on a pu le constater lors du match de préparation contre Differdange, auquel on a assisté. Notamment Thibaut Lescois, qui nous vient de Virton en Belgique, qui nous a fait forte impression. Évidemment, quelqu'un qui nous a fait forte impression aussi, mais on avait peu de doutes, c'est Dominique Stolz, qui vient du Swift et qui, je crois que pour la première fois, en tout cas en un an, je le voyais sourire sur le terrain. Ça, c'est vraiment agréable. C'est plaisir de le revoir. On a vu les débuts dans les buts en l'absence de Romain Ruffier, de Patricio Sancho, de Steinsel. Joueur de Raon L'Étape dans les Vosges, Junior Matou Banzila n'est pas encore revenu puisqu'il a été victime d'une rupture des ligaments croisés encore cette année. Mathis Saban a fait ses débuts de l'AS Saint-Etienne réserve. Bruno Fréré de Dudelange, Carmel Mambanza du Gol FC, Konrad Azong de Strassen et donc le tout nouveau Enzo Daoud de Wasquehal. Où en êtes-vous, Delvin, de ce mercato? Est-ce que ça y est, on peut dire que c'est terminé à une semaine de la Conference League? Écoutez, comme vous avez constaté, il y a beaucoup de départs, mais il y a aussi des arrivées. Nous, on essaye clairement de garder un certain équilibre. Je pense qu'il y a des départs qui nous font beaucoup mal, surtout notre attaquant emblématique, Yann Mabella. Qui il y a 4 ans nous a remporté la Coupe de Luxembourg et cette année il a de nouveau confirmé de quelle classe il est en marquant 28 buts, nous qualifiant pour une place européenne. Après il y a, comme tu as dit, Alain Delferrer qui est un joueur avec un talent
énorme qui est venu en prêt d'Écosse. Henri Dupaix, Damien aussi prêté. Malheureusement, les 2 derniers jours, on pouvait pas les garder à cause du budget. Oui. Mais on aurait bien sûr aimé continuer avec eux. Et après, pour répondre à ta question, après c'est Romain qui doit vous dire. Pour moi, le mercato il est bouclé. Mm-hmm. Le but c'était de renforcer la profondeur du banc. On reste sur un projet qualitatif en lieu de quantitatif, pour assurer une certaine cohésion et une concurrence saine au sein du groupe. Alors, pour le coup, les ambitions avec ce mercato qui arrivait, on peut imaginer que vous allez faire signer encore soit des jeunes du centre de formation qui vont intégrer l'équipe première, on pourra y revenir dans la deuxième partie, soit quelqu'un de libre. Mais quelles vont être les ambitions du Racing, le projet du RFCUL pour la saison à venir? Là, on parle pas d'Europe, mais vraiment de la BGL League. Il faut pas oublier que en été 2024, il y a eu une grosse restructuration du club entier. Ouais. Donc de tous les 3 départements, soit le département BGL, l'académie et aussi les dames. Bien sûr. La saison 2024-2025, elle était très belle. On a su se qualifier pour une place européenne. Pour le futur, on aimerait stabiliser le club sur des places européennes, comme l'a fait auparavant Differdange pendant plein d'années, Differdange, Dudelange. C'est ça l'objectif en fait. On a le Dilagori, on va y revenir dans un instant pour l'équipe première homme, et puis il y a également l'équipe première dame qui s'est encore qualifiée pour le tour préliminaire de Champions League. Alors un tirage difficile pour les deux. On va peut-être commencer par les filles. L'AEK Athènes, bien connue par quelqu'un qui vient de re-signer au Racing, c'est-à-dire Marta Estevez, puisqu'elle évoluait au PAOK Salonique, le concurrent principal de l'AEK Athènes. Bon, c'est un tirage qui semble peu accessible pour les filles d'Elodie Martins. Ouais, c'est vrai que en regardant les potentielles équipes sur lesquelles pouvait tomber le Racing, je pense que c'était peut-être la pire. Donc comme tu l'as dit, c'est le nouveau champion de Grèce qui succède au PAOK, qui était le club qui dominait vraiment là-bas. Donc c'est vrai que ça va pas être simple. Après, on voit quand même que le Racing, là, sur les dernières joueuses qui ont signé, se renforce vraiment, moi je trouve. Où la saison passée, on avait peut-être un peu peur pour elles, en se disant le Swift avait pris pas mal de joueuses aussi. Là, je trouve qu'il y a un mercato qui est vraiment qualitatif. C'est sur un match, donc c'est pas impossible. Ce sera encore une fois au Luxembourg, donc à domicile. C'est un point aussi qui peut commencer à avoir son importance. Donc, non, c'est vrai que ça va être dur, mais c'est pas impossible, quoi. Non, c'est pas impossible. Mais c'est un tirage difficile, ça, c'est clair. Avec le retour d'international comme Andrea Machado, du Swift, donc Marta Estevez du PAOK, et il y a d'autres noms qui se murmurent, mais qui pour l'instant restent des rumeurs. Allez, on retourne avec l'équipe première homme, et donc le FC Dilagori, le club géorgien. Il a été titré en 2015, champion de Géorgie. La dernière saison, il termine à la 3e place de ce championnat, qui est un championnat assez... on peut dire, on le qualifiait de costaud. Ouais, c'est rugueux, on va dire. Voilà. Actuellement, ils sont 2e du championnat géorgien. On est en pleine trêve pour eux. Ça, c'est plutôt positif parce que vous n'arrivez pas à un moment du championnat où ils sont en pleine forme. Mais bon, on sait aussi que après une trêve de mi-saison. Ce soir, ils jouent la finale de la Coupe. Donc Géorgie. Ça peut jouer aussi sur l'état physique. Donc alors un tirage qui peut sembler quand même abordable sur le papier, puisque il faut le rappeler, le Dilagori n'a jamais accédé à une phase de poule. Ils ont disputé plusieurs barrages en 2012 et 2013. Donc est-ce que les coéquipiers de Romain Ruffier, vos garçons d'Elvin, vont réussir à s'offrir 2 matchs supplémentaires, et notamment la Lettonie avec le FC Riga, vice-champion national? Est-ce que vous abordez ce concurrent comme ayant une véritable chance? Ça se joue à 50-50 pour vous? Écoutez, comme tu l'as dit, pour moi, ils sont en plein championnat. Et il y a quelques jours, ils ont joué la semaine passée, ils ont joué la demi-finale de la Coupe. Ce soir, ils jouent la finale de la Coupe. Donc, il n'y a pas eu de vrai break chez eux. Donc pour moi, ça c'est un clair avantage. Nous, en contrepartie, on enchaîne notre 3e semaine de préparation. Cette équipe, c'est une équipe expérimentée. Ce qui est en notre défaveur, c'est
bien sûr, pour le match retour, c'est le long déplacement. Ouais. Oui, après, via ce que nous, on peut proposer au niveau du projet de jeu, on n'a pas besoin de se cacher. Nous, on va jouer notre jeu et nos chances à fond pour pouvoir nous qualifier pour le deuxième round. Même si tu l'as dit, c'est un club qui a jamais fait de phase de poule, ça reste un club qui a fait plusieurs barrages. Il faut aussi se dire que c'est des équipes qui boxent dans la même catégorie, voire juste un peu au-dessus. Tu vois, par exemple, un club comme le Racing, qui a de l'expérience, qui a déjà disputé quelques matchs européens, mais c'est moins expérimenté en Europe qu'un club comme Dillagori. Delvin l'a dit, même s'ils n'ont pas joué de match de championnat depuis un moment, c'est une équipe qui est en avance sur sa préparation, qui a peut-être du coup aussi le facteur changement d'effectif qui les impacte pas eux, puisqu'ils sont en mi-saison, alors que le Racing, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Ouais. Ça veut pas dire que l'effectif de cette saison du Racing est moins bon que celui de la saison passée, mais ça veut dire il faut intégrer le projet de jeu pour les nouveaux joueurs. Et ça prend du temps. C'est pas un truc que tu peux forcément calibrer sur 2, 3, 4 semaines. Donc, comme on a l'habitude de le dire, ces matchs arrivent peut-être un peu trop tôt pour les clubs luxembourgeois. Après, l'effectif, quand tu le regardes, il y a des joueurs d'expérience. Tu as quand même une colonne vertébrale de la saison passée qui est toujours là. Le coach qui est toujours là, qui a son projet de jeu qui est clairement défini, avec la plupart des joueurs de l'équipe type qui ont intégré ce processus depuis 1 an. Donc, il faut y aller sans avoir peur, avec ambition, et en essayant de passer un tour, parce que, mine de rien, pour les clubs luxembourgeois aussi, d'un point de vue financier, passer un tour, c'est loin d'être anecdotique, quoi. Bien sûr. Alors, tu parles du fond de jeu, de la patte Yannick Kakoko, dont on a eu l'occasion de parler, notamment lorsqu'il est venu au Clubhouse. Et puis, il y a un staff qui est de plus en plus professionnel. Alors, Delvin, tu parlais de cette restructuration qui a eu lieu depuis 1 an et demi. Et ça, on le voit notamment dans la composition du staff, dans le fait que le Racing s'est doté d'un conseiller en communication. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la photographie, du design, des vidéos qui sont très très chouettes, celles que vous sortez en ce moment. Il y a d'autres clubs qui le font aussi, hein, c'est en train d'émerger, on est très satisfait. Au niveau de l'analyse vidéo, et puis au niveau des coachs, hein, on se retrouve avec un staff de plus en plus pro, un staff qui commence à prendre de l'ampleur, de l'épaisseur aussi en termes de tactique. On le voit, on va en reparler dans un instant avec les jeunes, avec l'arrivée d'un grand nom chez les U23, donc pour l'équipe réserve du Racing. Et puis toi, Delvin, qui a occupé plusieurs fonctions et qui maintenant va être vraiment le bras droit de Yannick Kakoko. Alors comment est-ce que tu abordes non seulement ce changement de dimension du Racing et puis aussi tes nouvelles fonctions? On a souhaité professionnaliser le staff parce qu'on voulait mettre plus de rigueur et d'exigence au niveau des détails au quotidien. Donc on a fait venir un analyste vidéo qui va être temps plein au club, qui s'occupera pas uniquement de la BGL, mais aussi de l'académie et des dames. On est convaincu qu'un analyste vidéo avec des analyses profondes peut nous faire passer le cap nécessaire. Après, on a fait venir un coach de gardien qui a connu le monde pro, beaucoup aidé à nos jeunes qui pourraient accélérer leur processus de développement, qui est clairement capable de tirer le meilleur de nos gardiens expérimentés. Après, il y a aussi le secteur médical, où on a fait venir Derard, qui est quand même connu dans le monde du football ici au Luxembourg, qui était auparavant à F91 Dudelange. Je tiens encore des très belles relations avec mes anciens coéquipiers. Évidemment. Qui l'adorent tous et qui sont convaincus de ses compétences. On a investi sur une machine cryothérapie parce que, comme j'ai dit auparavant, on est sur un projet d'un groupe de travail qualitatif en lieu de quantitatif, ce qui veut dire il faut les bien soigner, il faut qu'ils récupèrent bien. Oui, moi, nouveau coach adjoint de Yannick, je le connais déjà depuis 7 ans, on a joué ensemble à l'époque à Dudelange. Oui. Donc je l'ai connu en tant que coéquipier, en tant qu'adversaire, en tant que coach. Et maintenant, je vais essayer de faire mon mieux possible
pour l'aider, pour l'épauler au quotidien, pour que lui, il peut se focaliser sur les détails. Et donc toi, ton rôle va être principalement d'être son relais dans le vestiaire et de lui laisser l'aspect tactique, ou vous allez vraiment être complémentaires sur d'autres sujets? Après, je pense qu'on est complémentaires parce que j'ai ma propre vision concernant le secteur défensif. Évidemment. Où je regarde quelques aspects. Lui, il se focalise sur d'autres aspects. On parle des détails comme les appuis d'un défenseur, la orientation du corps, la gestion de la profondeur, comment on peut s'améliorer au niveau des coups de pied arrêtés pour ne pas encaisser. Voilà, donc je vais me focaliser plutôt sur ce aspect-là. Et après, au niveau de la dynamique quotidienne aux entraînements, en tant que joueur, j'étais toujours quelqu'un qui aimait pousser mes coéquipiers. Allez, un exemple. Qui, entre Yannick et toi, va devoir calmer Nestor Montré quand il est un petit peu trop engagé? Écoute, est-ce que c'est possible de le calmer? C'est difficile. Après, voilà, Nestor, ancien international costaricain, qui a joué sur un très haut niveau. Quelqu'un qui est très humble, il sait d'où il vient et donc du coup c'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour ce qu'il a, qui met au quotidien une exigence énorme et c'est vraiment un bijou pour une équipe, notamment une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Et je peux te dire que si lui il parle, il y a personne qui répond. Alors Delvin, tu parlais des filles, tu parlais de l'équipe première, et puis il y a ce troisième point de restructuration du club qui fait ses preuves, c'est évidemment l'académie. Donc place aux jeunes pour le Racing. Alors les jeunes, on les a vus intégrer par exemple les matchs de préparation, puisque Yannick et toi, vous avez fait entrer un certain nombre de jeunes. Les jeunes, évidemment, ce sont ceux de l'académie, ceux qui sont prêtés ensuite dans d'autres clubs. Et puis on a les jeunes qui vont être coachés, les plus grands, les U23, par un nouveau nom, Boris. Ouais, effectivement, un nom bien connu des suiveurs du football européen et francophone, notamment Brandao. Donc, c'est un mec qui était passé par Virton, notamment, donc qui connaît un petit peu la région. C'est dans la continuité de ce qu'expliquait Delvin tout à l'heure, à savoir la professionnalisation du staff. C'est-à-dire, là, tu mets des mecs qui ont connu le monde professionnel, et là, on parle du très très haut niveau. Shakhtar Donetsk, Olympique de Marseille, AS Saint-Etienne. Des champions et tout. Donc là, on parle du très très haut niveau. Aussi dans tout ce qui est analyse vidéo, Delvin parlait tout à l'heure, l'orientation du corps des défenseurs. Ça, en fait, c'est des gains marginaux. Et ça, c'est ce que tu travailles et ce que tu cherches à optimiser quand tu es une structure professionnelle. Donc ça montre aussi que le Racing tend à justement aller vers cette professionnalisation malgré le statut qui ne suit pas pour l'instant. Mais franchement, c'est plutôt bon augure pour le club. Ouais. Et il y a également d'autres personnes qui ont intégré comme ça les staffs des jeunes. Et Dominique Stolz, qui va être coach adjoint chez les U17, je crois. U17. Alors ça aussi, ça fait plaisir à voir que quelqu'un qui vient d'arriver au Racing puisse prendre tout de suite des fonctions avec les jeunes et montrer ce qu'il a à transmettre. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du club. Exactement, je pense que j'étais assez malin à ce point-là parce que je l'ai déjà fait la saison passée avec Nestor. Ouais, c'est ça. Un joueur qui a une telle expérience pu être une plus-value pour les jeunes, pour leur développement. C'est comme Dominique, Nestor comme Dominique, si les jeunes ont cette opportunité de travailler avec ces personnages, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et donc, cet été, j'ai aussi profité de parler avec Dominique. Je sais que Dominique, il a commencé à passer ses diplômes. Oui. Et voilà, c'est une belle opportunité pour lui d'encadrer avec Nathan Lehn, notre génération de 2009, qui est une génération d'or. Alors justement, cette génération en or, et même ceux un petit peu plus âgés, vous avez commencé à faire une revue d'effectifs. Il y a des têtes que vous retenez, alors vous n'allez peut-être pas les stigmatiser les autres, mais il y a des joueurs qui pourront faire partie de la profondeur de banc cette saison?
Absolument. Je pense que la saison passée, avec Yannick, on a mis en place un système justement pour les jeunes. Actuellement, tous les U19 de la saison passée ont fait au moins un entraînement avec l'équipe première. Ouais. Parce que comme ça, toi, tu peux pas dire, ouais, toi, tu y étais, moi, j'avais pas cette opportunité. Tout le monde l'avait. À un moment donné, le coach, il voit tout le monde. Déjà, la saison passée, on a eu beaucoup de jeunes qui étaient sur le banc, qui ont gratté des minutes. Aussi, ouais, Bruno, je pense à Bruno Gistera. À chaque fois quand le coach a fait appel à lui, il était très bon. Et ça, c'est une fierté pour moi et tous les coachs de l'académie. Pendant la trêve, cet été, j'avais mis en place une liste de 7 jeunes qui figurent dans le groupe de la pre-season cette année. Okay. Il y a un Alec Bichevats qui était la saison passée un des piliers de cette équipe U19 qui a gagné le titre de champion de Luxembourg et ce qui nous a permis d'être qualifiés pour la Youth League. C'est très positif. Je suis très content en tant que directeur de l'académie d'avoir d'autres côté un coach comme Yannick et bien sûr Romain aussi qui ont la même idéologie pour le développement des jeunes. On a souvent parlé de l'Académie du Racing, du centre de formation de Dudelange, des infrastructures ci et là, des clubs qui essayent de lancer leur formation. On pense à la jeunesse, à Differdange. Est-ce que à l'heure actuelle, et je parle pas du côté historique, mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est le meilleur centre de formation au Grand-Duché, l'académie? En fait, ça rentre dans tout ce qui est tout ce dont encore une fois Delvin parlait tout à l'heure, à savoir la restructuration. Et actuellement, je pense que oui. Quand tu regardes, tu parles du moment présent. Le Racing, c'est le club qui a beaucoup gagné chez les jeunes cette saison. Oui. C'est le club qui a investi le plus dans son centre de formation, 10% du budget alloué sur le centre de formation. Donc forcément, tu mets plus de moyens, les résultats, si tu travailles bien, en tout cas, les résultats, ils suivent. Et pour revenir aussi malgré tout au côté un petit peu historique du Racing, qui est un club historiquement qui forme beaucoup de joueurs, en équipe nationale, Zinani, Barreiro, Gerson, Jeff Strasser aussi, ils sont tous passés par le Racing. Donc là, tu parles du top niveau de la sélection nationale aussi. C'est tous des joueurs qui sont passés à un moment ou à un autre dans leur jeune carrière par le Racing. Donc c'est vrai qu'actuellement, je pense que c'est le club référent parmi les jeunes au Luxembourg. Ouais. Et une dernière question sur les jeunes, mais une question qui m'intéresse vraiment, notamment pour avoir la réponse de Delvin, c'est est-ce que le Grand-Duché est, alors je ne vais pas dire condamné parce qu'on a l'impression que c'est péjoratif, mais est finalement une terre de formation? Est-ce que la formation, c'est notre joyau national? Absolument, je suis absolument d'accord avec toi. On a tellement de talents, de joueurs de très haut potentiel ici au Luxembourg. Si je fais le constat, on a un Oriol Fernandez qui part à Mönchengladbach, né en 2009, Kylian Bachakoui qui part à Hoffenheim, né en 2009, un Ablay Thioun Zamp qui va probablement partir aussi cet été. Il faut les encadrer de la meilleure et de la façon la plus exigeante possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye est-ce qu'on est le meilleur centre de formation ici au Luxembourg? Je l'espère. En fait, c'est ce qu'on a envie d'être. On essaye de se différencier par rapport à d'autres centres de formation ici au Luxembourg. On pourrait voir dans un avenir plus ou moins lointain un cercle vertueux, c'est-à-dire que de plus en plus de jeunes se faisant recruter par des centres de formation prestigieux avec des bonnes rentrées d'argent, on se développe et au final, le Racing devient une institution qui va pouvoir peut-être les garder et en disputant les compétition européenne, au moins jusqu'aux phases de poule. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite également aux dames. Et justement, on va parler de football féminin avec notre page Women's Euro. Football féminin avec l'Euro qui va se dérouler en Suisse.
Alors avec ces 4 groupes, donc la Suisse qui est dans le groupe de la Norvège, de l'Islande, de la Finlande. Le groupe B, c'est Espagne, Portugal, Belgique, Italie. Très beau groupe B, très relevé. Le groupe C, Allemagne, Pologne, Danemark, Suède. Et un groupe D également très très relevé avec la France, l'Angleterre, le Pays de Galles et les Pays-Bas. Alors avant de nous intéresser au football féminin national et nos routes Levinen, Boris, est-ce que tu as un favori parmi les 16 prétendants? Bon, allez, je vais pas être super original, mais je vais partir. Ouais, je pense que ça va jouer entre l'Espagne et l'Angleterre. Ouais. Si je devais mettre une pièce, je mettrais plus l'Espagne, parce que le dernier Euro a basculé pour les Anglaises. Alors c'est vrai que c'est un championnat, en fait, les moyens commencent à arriver aussi dans le foot féminin petit à petit, et du coup tu vois qu'en fait les clubs et les pays qui dominent chez les hommes commencent aussi vraiment à dominer chez les femmes. À suivre côté Espagne, parce que t'as la meilleure joueuse Bonmati, donc qui a déjà été Ballon d'Or et qui revient d'une méningite, donc à voir. Mais chez les Anglaises, t'as, je crois, 3-4 grosses joueuses aussi qui feront pas l'Euro. Là, je pense que la situation en interne, elle est compliquée, donc peut-être pour ça, je mettrais l'Espagne un peu devant. Ouais. Et la France, les filles de Bonadei, non? C'est... trop d'incertitudes. Trop d'incertitudes. C'est un groupe pareil qui a été amputé des 3-4 joueuses cadres, donc Wendy Renard, Le Sommer, Amandine Henry qui sont plus là, qui n'ont pas été appelées. Donc nouveau coach, nouvelle génération de joueuses aussi. T'as beaucoup de jeunes joueuses qui arrivent. Pour moi, ça va être un peu juste. En plus, elles sont dans un groupe difficile. Donc Angleterre, Pays-Bas, c'est très costaud. Donc elles vont peut-être pas réussir à finir première. Et si tu tombes après sur une première de poule, ça peut être un peu plus compliqué. Donc ouais, je pense que ça va être compliqué, mais en tout cas, Euro à 16 qui s'annonce très relevé, je pense qu'on va avoir du beau foot. Ouais. Bon, du beau foot, effectivement. Et puis, dans ces 16 participants, il y a 4 équipes qui seront en Ligue B, Ligue des Nations B en 2026-2027. Il s'agit de l'Écosse, la Suisse, le Portugal et le Pays de Galles. Il peut y en avoir d'autres avec les matchs de barrage entre Ligue A et Ligue B. Donc, on pourrait très bien avoir la Belgique ou l'Islande qui seraient rétrogradés. Et donc, face au Luxembourg, les routes Levinen qui viennent de monter en Ligue B, on les a félicités sur ce plateau. Voilà, Amy Thompson, Laura Miller, Marta Estevez, Andrea Machado, Caroline Georges, Charlotte Schmidt vont affronter des équipes comme l'Écosse, la Suisse, le Portugal, la Bosnie, la Turquie, la Hongrie, l'Albanie. Et donc ceux qui montent de la Ligue C à la Ligue B, Monténégro, Slovaquie, Malte, Israël, Lettonie, tout cela est appétissant et me permet de poser une question un peu ambitieuse. Tu sais bien que je suis optimiste, Boris. On a nos chances de rester en Ligue B avec toutes les équipes que j'ai citées, ou comme Dan Santos le disait, on risque de faire au moins pendant 2 ou 3 éditions l'ascenseur. Ouais, je pense que se maintenir en Ligue B, ce serait déjà valeur de presque d'exploit. D'exploit ou de réussite? Pour moi, ce serait un petit exploit quand même. Après, dépendant des équipes contre lesquelles tu vas tomber aussi, parce que si tu tapes Portugal, Belgique, c'est pas pareil que si tu joues Pays de Galles, Islande. Évidemment. C'est peut-être un peu plus ouvert. Un peu plus. Donc, je pense que ça dépendra aussi des équipes contre lesquelles on va jouer. Mais pour moi, ouais, vraiment, se maintenir en Ligue B, ça aurait valeur de grosses réussites ou de petits exploits pour me rapprocher. Ok. Mais ouais. Alors, écoute, puisque tu parles de réussite et d'exploit, je vais, messieurs, vous apprendre, à mon avis, je vous les apprends pas, mais je vais vous donner quelques petites nouvelles qui sont tombées ces derniers jours ou ces dernières heures. Et puis, vous me dites si c'est à retenir ou à jeter à la poubelle. Alors, première news, on l'a appris tout à l'heure, Boris, Migui Gonçalves qui part en Regional Liga. Ouais, ça c'est à retenir et malheureusement, j'ai envie de dire, pour Dudelange, ça s'inscrit dans ce qu'on disait depuis 1 ou 2 émissions. À savoir que les gros joueurs commencent petit à petit à partir. C'est le 6e titulaire sur le 11 de la saison passée qui s'en va. C'est peut-être la différence avec le Racing, justement. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais finalement, la colonne vertébrale, elle est restée la même. Ouais, c'est ça. Alors que là, tu perds ton gardien, tu perds tes 2 meilleurs centraux, 2 de tes meilleurs centraux, tes 2 milieux, ton attaquant capitaine. La Ligue de football luxembourgeoise a communiqué aujourd'hui son nouveau board et entérine l'entrée des 16 clubs de PH dans son giron. Donc aux côtés de la présidente Karine Reuter et des VP Fabrizio Bey, Luc Hilger et Jacques Wolter, on va retrouver évidemment Christian Strasser de Mondorf, mais il va être accompagné de présidents de promotion d'honneur, donc comme Patrick Holm de Steinsel, Marc Bettendorf de Mersch, Romain Kiel de Canard, Pascal Welter du Fola et donc le secrétaire général reste Corrado Fecci de Sanem. Ça va changer
changer quelque chose? Déjà, pour moi, c'est une anomalie qui est réparée, dans le sens où les clubs de PH se devaient de faire partie de ce club-là, entre guillemets. Et auront donc droit de vote sur les décisions de la Ligue. Participer aux décisions de la Ligue, parce que ça les impactait. Alors, dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde soit représenté, mais déjà, faire le pas de la PH, je trouve que c'est un bon début. Après, est-ce que ça va changer beaucoup de choses? Je sais pas. J'attends de voir avant de me prononcer, parce que pour l'instant... on va laisser sa chance. On va voir si ça change des choses, pardon. Mais bon, déjà, il y avait un piège parce que l'info à retenir, c'est que la LFL a communiqué. Ouais, c'est première fois depuis le mois d'août 2024. C'est vrai, c'est pas souvent. La FLF a également communiqué, cette fois-ci, c'était hier, c'était le calendrier de BGL League et de PH. Un calendrier où on n'a pas pu s'empêcher de noter qu'en fait, toutes les équipes vont affronter forcément le dernier adversaire du même club, journée après journée. Delvin, c'est un problème ou on fera avec comme chaque année? Après, on a l'habitude. Donc... Boris, c'est normal ça? Bah, Delvin dit on a l'habitude, mais en fait, malheureusement, ce serait bien qu'on n'ait pas cette habitude-là. Tu l'as dit, en fait, par exemple, pour imager, pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que l'équipe que va affronter le Racing à la J+1 aura toujours affronté, par exemple, Rodange la journée d'avant. Donc ça peut paraître presque anecdotique pour certains, mais en fait, sur le travail de vidéo, parce que je pense que c'est pas très compliqué à faire. Bah, je suppose que non, puisque les autres championnats nationaux, ça ne se passe pas comme ça. Troisième info, tu parlais de Differdange, le FCD 03 a recruté un peu en urgence un milieu pour pallier les absences. Je rappelle que contre le KF Drita, Leandro Borges est suspendu, que Ludovic Roche revient de blessure et qu'il y aurait... légère incertitude pour Bruninho. Ouais, effectivement. Du coup, encore un milieu. Yacoubi, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Louis Jacobi, oui. Voilà, Jacobi, pardon. J'ai écorché son nom, ça commence bien. Mais non, c'était un vrai besoin. On en discutait. C'est vrai qu'on se disait que le milieu de terrain, c'était peut-être le secteur le plus soumis aux incertitudes. Avec le départ de Diogo Silva. Bon, Trani, même s'il joue un peu plus haut, mais ça restait... un secteur de jeu, on savait que Leandro était suspendu, que Ludovic Roche revient de blessure. Il y a peu de certitude finalement. Est-ce que Ludovic va pouvoir tenir sa place? On l'espère parce que c'est un joueur qui connaît la maison et qui est gage d'une certaine qualité, d'un certain niveau. C'est dans l'urgence. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt bien débrouillé et assez bien renforcé en amont pour se dire que ça peut quand même le faire avec une ou deux incertitudes dans le 11 de départ. Enfin, l'entente WMGB, qui, je le rappelle, l'année dernière était l'entente WMG, sera l'année prochaine, la saison qui arrive, l'entente WMH, puisque c'est Ostert qui va entrer dans la danse du football féminin en Ligue 1. On retient? Oui, on retient parce que c'est vrai qu'on se posait des questions sur la fin d'exercice de l'entente WMGB. Est-ce que ça allait continuer d'exister en l'état? Il y avait beaucoup de joueuses qui partaient. On avait des échos qu'à la fin, il n'y avait plus beaucoup de monde à l'entraînement. Là, on a eu aussi un match perdu pour non-présentation de l'équipe. C'est quand même ce qui n'était pas super rassurant. Donc là, peut-être qu'avec Ostert qui se greffe au truc, ça va permettre d'amener un nouveau pool de joueuses aussi. Ouais. Et de pouvoir... Avec une équipe qui est en BGL League. Donc, voilà, c'est ça. Donc il y a de l'émulation. Les joueuses ont peut-être envie de venir aussi participer au projet. Donc non, c'est un truc à retenir. On va suivre comment ça va se passer. Bon, dernière info, elle date un petit peu, mais on était obligé d'en parler. Leandro Barreiro ne fait plus partie de l'aventure de la Coupe du Monde des clubs après l'élimination du Benfica. Ce qu'on retient, c'est surtout qu'il a été titulaire pendant cette Coupe du Monde des clubs. Ouais. Et ça va lui donner vraiment de la confiance avant la saison qui arrive et les échéances de qualification de Coupe du Monde. Ouais, non, c'est clair que, on le sait, c'est un des joueurs, un des piliers de la sélection nationale et la première saison à Benfica a été faite de haut et de bas. Il y a eu un changement de coach assez rapidement dans la saison, donc ce qui fait que le coach précédent qui le voulait et qui avait poussé pour son recrutement, au bout d'un mois, il n'était plus là. Donc Leandro avait beaucoup joué au début de saison, puis un peu moins toute la suite de la saison. Là, à voir si on considère que c'est la toute fin de la saison ou le début de la nouvelle saison, le nouvel exercice. Oui, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop avec tous ces matchs, toutes ces compétitions. Mais voilà, on parle d'un joueur qui a joué 120 minutes contre Chelsea, qui a joué 90 minutes contre le Bayern.
Donc je pense que c'est très bon signe pour lui et on espère qu'il arrivera avec du rythme dans les jambes pour les qualifs de la Coupe du Monde. Hein, ça, allez, c'est clair. Le mot de la fin, il va être pour Delvin. Là, Boris parle justement, on ne sait plus trop quand finit la saison, quand commence la nouvelle. Avec cette saison qui s'est achevée autour du 26 mai et tu l'as dit, on est à la 3e semaine de préparation, donc avant la mi-juin. Ça laisse peu de temps pour prendre des vacances. Toi et les joueurs, vous avez réussi à profiter un petit peu de ce mois de juin ? Écoute, comme chaque année, on a 2 semaines de vacances. Mais là, en plus, il y a la compétition européenne qui est arrivée et qui... Exactement. Bon, heureusement que je ne suis plus joueur. Donc, j'ai passé mes vacances légèrement différents que les années précédentes. En tant que joueur, la première semaine, tu peux couper complètement. Et à partir de la 2e semaine, il faut que tu reprends les courses, etc. C'est pas facile parce que tu sors d'une saison très longue, très dure, où tu as laissé beaucoup d'énergie. Bien sûr. Et ce moment de repos, t'es content. Donc voilà, tu coupes une semaine et à partir de la 2e semaine, c'est reparti de nouveau. Oui. Donc, est-ce que c'est assez ? Non, c'est pas assez. Oui, même au Grand-Duché, les calendriers sont compliqués. Difficile pour les organismes. On aura l'occasion d'en reparler. Ce serait bien qu'on fasse venir un préparateur physique aussi pour voir comment ça se passe la reprise. Delvin Skenderovic, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup pour le maillot que tu nous as ramené. L'attention est touchante, signé par tous les joueurs. Ça nous fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir. On vous souhaite, oui. Chaque émission, je vois background. Les fonds et je me suis dit mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de maillot du Racing, donc il fallait intervenir. Tout à fait, d'autant Racing, là, plus personne regarde l'émission là. D'autant que Yannick nous l'avait promis. C'est vrai. Yannick, attention. Donc merci beaucoup Delvin. On vous souhaite évidemment le meilleur en Géorgie et au stade Achille Hamrel pour cette Conference League. Boris, on se retrouve dès la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end de football. Bye bye. Ciao.